Bonsoir à toutes et à tous, et merci pour l'invitation. C'est vrai que la cathédrale est un lieu important où on parle d'Europe, où on parle de Strasbourg, capitale européenne, et c'est un élément de notre identité, de notre histoire. Et être maire de Strasbourg, c'est bien sûr chercher et proposer des solutions concrètes aux problèmes du quotidien des Strasbourgeois. C'est bien sûr aider au développement de notre ville et de son agglomération, mais c'est aussi porter et incarner cette histoire, cette identité européenne, ce statut. Et c'est donc défendre Strasbourg en France, mais beaucoup plus largement à l'international et à l'échelle européenne. Et je crois que c'est une tâche pleine et entière du maire de Strasbourg. Il faut mouiller la chemise, parce que c'est un combat du quotidien, parce que ce n'est pas un acquis, c'est une réalité qui est souvent contestée, souvent remise en cause, et qu'il faut éviter deux écueils en la matière. Il faut éviter la naïveté, mais il faut aussi éviter d'avoir peur de son ombre en permanence. On a un peu tendance, à chaque fois qu'un député européen mal luné, il y en a beaucoup, même si on est débarrassé d'une certaine catégorie avec le Brexit, mais il en reste quand même beaucoup. Et à chaque fois que quelqu'un, quelque part, râle, critique Strasbourg, eh bien, on a tendance à se dire, attention, le Parlement s'en va. Évidemment, pour donner confiance, pour asseoir le Parlement européen à Strasbourg, il faut aussi être fort de nos convictions et de nos engagements. Et l'autre écueil, c'est la naïveté, parce qu'à l'inverse, ne pas se préoccuper de ces enjeux-là, ne pas faire un lobbying efficace, ne pas renforcer le lien entre le Strasbourgeois, le citoyen strasbourgeois et l'Europe, c'est prendre le risque, petit à petit, d'un démantèlement et d'une distanciation et d'un risque de déstabilisation de notre statut de capitale européenne. Parce que ce qui fait la singularité de notre ville, finalement, nous sommes une grande ville moyenne, mais nous avons un statut et une histoire tout à fait singulière. Et ce qui fait cette singularité, c'est bien ce statut de capitale européenne, de siège des institutions, de siège de l'Europe citoyenne et démocratique, avec à la fois le Parlement européen, la seule institution élue au suffrage universel direct, mais aussi la Cour européenne des droits de l'homme, la seule institution directement que le justiciable et que le citoyen européen peut saisir directement. Et donc, au regard de ces enjeux, qui nous dépassent, nous seuls Strasbourgeois, puisque nous portons notre propre histoire, mais nous portons aussi un symbole et un défi européen, celui de cette proximité entre l'Europe et le citoyen. Nous le portons par ces représentations et ces sièges strasbourgeois, mais nous le portons aussi parce que nous sommes au quotidien un laboratoire de l'Europe citoyenne. Nous le sommes en dépassant les frontières, en appréhendant les problèmes à l'échelle d'un bassin de vie et non pas de deux villes. On le fait avec le tram qui permet d'apporter des solutions concrètes aux enjeux du développement durable. Nous le faisons avec une crèche franco-allemande qui apporte des solutions concrètes aux familles de part et d'autre de la frontière. Nous le faisons quand nous lançons un programme emploi 360 degrés qui permet à des jeunes strasbourgeois d'être formés pour trouver de l'emploi de l'autre côté du Rhin. Mais nous devons aller plus loin. Nous devons aller plus loin pour renforcer ce statut. C'est ce que nous faisons en lien avec la région et le département en construisant un nouveau bâtiment, le bâtiment dit Osmose, dans le quartier Archipel, pour mettre le Parlement aussi devant le fait acquis. Il y aura 10 000 m² disponibles pour le Parlement et on n'attend pas une signature, parce qu'on sait très bien que si on attend une signature, elle risque de ne pas venir. Et qu'à l'inverse, à Bruxelles, les bâtiments sont venus avant les signatures. Bien, là aussi, nous sommes proactifs, nous prenons nos responsabilités en lien, et c'est important de le souligner, de manière consensuelle et transpartisane entre les différentes collectivités locales, parce que ce combat-là, ce n'est pas le combat d'une collectivité, ce n'est pas le combat d'un parti politique, c'est le combat de l'intérêt général, et il faut unir nos forces
C'est ce que nous faisons avec ce bâtiment. Le siège unique du Parlement européen à Bruxelles, il y a deux clés à tourner. Il y a celle du président français, il y a celle du Premier ministre luxembourgeois. Il faut que les deux, en même temps, soient alignés pour chacun céder la part qu'ils ont dans leur pays, pour que l'éventualité d'un siège unique du Parlement européen à Bruxelles puisse se faire. L'alignement des planètes et la capacité des deux chefs d'État à sacrifier leur propre intérêt stratégique, c'est quand même pas probable. À partir de là, nous, on est dans une dynamique offensive et de conquête. D'abord parce qu'on se donne les moyens, c'est le bâtiment que l'on évoquait. Mais parce que aussi en face, il y a un vrai handicap structurel avec les travaux lourds, très lourds à mener sur le bâtiment du Parlement à Bruxelles. C'est des travaux tellement lourds que pour l'instant, ils n'ont pas arbitré entre la démolition, reconstruction ou la réparation. Ils estiment à 5 ans minimum le temps des travaux et un budget autour d'1 milliard d'euros. Bruxelles va être fragilisée. Quand j'ai rencontré le secrétaire général du Parlement européen, pour l'instant ils disent qu'ils ne sont pas intéressés, mais on a quand même eu des discussions sur comment faire une connexion souterraine entre les deux bâtiments. Nous devons aussi le faire en améliorant l'accueil à Strasbourg des parlementaires européens pour éviter les critiques faciles que l'on a habituellement. La question des prix des hôtels et de l'augmentation, et c'est évidemment très mal vécu, et en termes d'image, il y a un enjeu. Ce qui guette, et ça nous amènera à soutenir la mise en place d'une centrale d'achat au Parlement européen de nuitée, ce qui ne sera pas bon pour les hôteliers non plus. Aujourd'hui, à Bruxelles, il y a une centrale d'achat, ce qui permet aux parlementaires d'acheter par un intermédiaire groupé des nuits d'hôtel qui sont beaucoup moins chères. L'accessibilité, c'est aussi l'accessibilité aéroportuaire. Et on a une problématique ancienne sur l'aéroport d'Ensheim, on la connaît tous. On a raté le coche il y a une trentaine d'années au moment de DHL. Et aujourd'hui, on court après un passé ou un avenir que l'on n'a pas eu et qu'on n'aura jamais. Parce que malheureusement, la situation des compagnies aériennes étant ce qu'elle est aujourd'hui, le déséquilibre, l'avantage fiscal comparatif de Baden et de Bâle-Mulhouse étant ce qu'il est aujourd'hui, à moins d'obtenir un changement fiscal pour l'aéroport d'Ensheim, il faut se battre pour, mais on sait bien que ça pose d'autres problèmes, et il y a d'autres aéroports en France qui sont frontaliers et qui peuvent revendiquer cet avantage fiscal, ce qui poserait des problèmes d'équité avec l'ensemble des aéroports français. Je pense qu'il faut aujourd'hui élargir le spectre de réflexion et raisonner à une accessibilité à l'échelle du réseau des aéroports qui sont autour de Strasbourg, Baden, Mulhouse, Francfort et Ensheim, et travailler sur la connexion directe aéroport-ville. On ne peut toujours pas aller à Bâle-Mulhouse en direct sans rupture de charge en train. On ne peut toujours pas aller à Francfort aéroport en direct, alors même que dans un cas comme dans l'autre, les infrastructures existent. Parce qu'on ne voulait pas créer une concurrence supplémentaire par rapport à Ensheim, en espérant toujours que Ensheim devienne le grand aéroport de... En 2025, il y aura le Charles de Gaulle Express. Le Charles de Gaulle Express, c'est une connexion directe qui partira de la gare de l'Est et qui en 15 minutes, sans arrêt, ira à Charles de Gaulle. On aura 1h45 de TGV, plus 15 minutes. On peut avoir Francfort, Charles de Gaulle, Bâle et Baden et Ensheim, un ensemble, un réseau, un maillage d'aéroports qui doit faciliter quand même l'accès direct à Strasbourg. Chacun de ces aéroports ayant une spécialité, parce que Ensheim reste France, Espagne, Italie. Francfort, c'est notamment l'Asie et les longs courriers et les pays du Nord. Bâle-Mulhouse a un complément, y compris sur l'Afrique du Nord et sur les pays d'Est. Et chacun a son identité, a ses trajets. Donc si on le pense à cette échelle-là, ça fonctionne mieux. Je le disais, améliorer le statut, c'est aussi faire un travail de lobby permanent, professionnel, avec bien sûr l'ensemble des associations membres du Chœur, mais aussi
par la mise en place d'un réseau d'ambassadeurs qui soient ça peut être des chefs d'entreprise, des députés, des assistants, des hauts fonctionnaires, mais que l'on fédère tous ceux, et ils sont nombreux, qui soutiennent Strasbourg au regard de la dimension symbolique, parce que l'Europe sans Strasbourg, eh bien c'est l'Europe sans la démocratie, sans la citoyenneté, et c'est l'Europe technocratique et non pas l'Europe du concret. Et il y a beaucoup d'acteurs qui sont prêts à porter avec nous ce message, mais comme les anti-Strasbourg s'organisent, se fédèrent, il faut que les pro-Strasbourg se coordonnent, se fédèrent, qu'on les réunisse. Et là, le maire de Strasbourg, il a une responsabilité particulière. Je disais en introduction, il doit mouiller la chemise. À chaque session du Parlement européen, il doit passer une partie du temps au Parlement. Ce temps-là, c'est pas du temps perdu, c'est du temps investi. C'est la construction d'un rapport de force. Cette notion d'ambassadeur est pour moi fondamentale. Je pense que vous avez intérêt à la renforcer rapidement. C'est un moyen de rayonner à travers les hommes, les femmes, tous ceux qui ont envie de jouer un rôle. Ça crée de la reconnaissance vis-à-vis des personnes qui le font. Hein, vous savez que moi-même, au travers du club de Strasbourg, des différentes villes, j'ai l'occasion de le faire. Le maire de Strasbourg, il doit s'engager fortement. Mais sans les relais, que ce soit les ambassadeurs, que ce soit les associations, le mouvement associatif, il ne peut rien. C'est cette dynamique en osmose collective qui doit nous amener à être plus forts et avoir ce résultat. Et donc, il faut évidemment avoir ce partenariat, cette proximité permanente, avoir cette concertation, cette coaction sur toutes ces questions et mener un maximum de projets en commun pour pouvoir... Le marché de Noël et les Strasbourgeois, il y a une distance qui s'est créée et ça pose des problèmes de légitimité sur la place du marché de Noël dans la ville. Il ne faut pas que sur les questions européennes, on ait une distance ou un fossé entre les institutions et la vie européenne et le citoyen. Parce qu'autrement, notre légitimité à mobiliser des moyens pour défendre, consolider le statut de Strasbourg pourrait être contestée par le citoyen. Et tout ce qui resserre le lien entre les Strasbourgeois et la vie européenne est un enjeu essentiel. C'est bien sûr tout ce qui est fait autour du lieu d'Europe, c'est le soutien actif que l'on doit avoir à l'ensemble des associations du cœur, et c'est notre capacité à vraiment mettre en place une grande fête de l'Europe, une fête de la citoyenneté européenne, probablement autour de la journée de l'Europe, bien sûr, qui doit aussi pouvoir mobiliser la richesse et la force des milliers d'étudiants strasbourgeois qui ont fait ou qui sont en cours de faire des programmes d'échange européens du type Erasmus. On propose aussi la mise en place pour les plus jeunes dans les écoles, parce que c'est là où les choses se jouent, pour toute une classe d'âge, la mise en place d'un brevet de citoyenneté. C'est l'occasion de rappeler à chacun ses droits et ses obligations. C'est aussi l'occasion de rappeler les valeurs européennes et notre histoire commune, et aussi le projet député européen d'un jour, permettre à chaque classe de chaque école de venir au Parlement européen et avec des classes allemandes, de Kehl ou de Lortenau, de venir vivre l'Europe au sein de l'institution et d'en faire un projet pédagogique avec chaque école. Je pense que la presse est libre dans notre pays, c'est une bonne chose. Par contre, il faut qu'on puisse faire des partenariats pour qu'ils puissent porter des messages, effectivement, surtout que il faut, quand on dit souvent que Strasbourg, capitale européenne, en fait, Strasbourg doit assumer pleinement son rôle de capitale avec un S. Capitale européenne, bien sûr, mais aussi capitale de la région Grand Est, de la grande région qui est une région européenne par ses nombreuses frontières. Et enfin, et peut-être surtout, capitale de la nouvelle collectivité européenne d'Alsace, parce que c'est d'abord notre proximité immédiate, c'est notre histoire. Et quand vous disiez on a du mal à passer cette barrière-là en termes de communication, c'est aussi une manière de nous interpeller pour dire d'assumer pleinement ce rôle
surtout que la collectivité européenne d'Alsace aura des compétences qui nous permettront d'agir sur les questions européennes, linguistiques, culturelles, mais aussi sur le schéma de coopération transfrontalière. Et donc Strasbourg doit assumer pleinement ce rôle en lien avec la collectivité européenne d'Alsace et en dépassant les frontières administratives. Quelle conclusion il faut en tirer? Est-ce qu'il faut être candidat à autre chose? Enfin, est-ce qu'il faut y aller ou est-ce que on reste dans cette posture qui est ne pas fragiliser la situation du Parlement? Moi, je suis pour, de manière générale, pour être offensif. Je pense que c'est pas en étant toujours précautionneux, défensif, un peu craintif, voire peureux, que l'on peut donner confiance à nos partenaires. Et on va rentrer là, dans les prochains mois, dans une phase difficile. Autant je disais qu'il fallait être ni naïf, ni avoir peur de son ombre. Il ne faut pas être naïf dans une phase où on réouvre les traités. Et avec la Convention sur l'avenir de l'Europe qui s'ouvrira à Bruxelles, la question, toutes les questions sont sur la table, sans tabou, et il y aura un grand marchandage. Et c'est le moment où le lobby, le travail avec les ambassadeurs, le travail d'influence est essentiel. Chaque session, le maire de Strasbourg doit être présent. Je pense que symboliquement, le maire de Strasbourg doit avoir un bureau. Oui, je voudrais revenir sur cet esprit européen qu'on aimerait sentir dans la ville, ou peut-être renforcer. Malgré tout, l'essentiel des instances européennes, y compris le lieu d'Europe, sont identifiés sur un secteur géographique particulier. Est-ce qu'il ne faudrait pas trouver des moyens pour sentir que nous sommes dans une ville pleinement européenne, pour les Strasbourgeois et pour tous les touristes qui passent, bien évidemment? Et je pense à la sortie de la gare, je pense à l'aéroport, je pense à des places publiques. Oui, je partage sur ces éléments de symboles visibles par le visiteur, en particulier à la gare, pour avoir sur l'autoroute le panneau. On l'avait fait pour la Neustadt, on l'a fait aussi pour les institutions européennes. C'est souvent, on n'imagine pas à quel point la bureaucratie française peut être complexe et tenace sur ces questions. Le Conseil est un élément essentiel pour Strasbourg. Bien sûr, pour la Cour européenne des droits de l'homme, et quand on parlait de la citoyenneté européenne, les droits et obligations attenant à cette citoyenneté, elles sont garanties et protégées par cette Cour. L'Assemblée des régions d'Europe est aussi un lieu de partage d'expérience, d'influence et d'action. Et aujourd'hui, le Conseil de l'Europe est devenu un lieu de diplomatie extrêmement important. C'est avec la réintégration pleine de la Russie, c'est le lieu où beaucoup de discussions et beaucoup de contacts diplomatiques se nouent avec la Russie, mais aussi avec la Turquie. Et c'est donc une plateforme diplomatique essentielle qui vient compléter la vie institutionnelle européenne plus classique et qui fait vraiment de Strasbourg une ville de diplomatie, avec d'ailleurs un très grand nombre de consulats, et c'est aussi un enjeu essentiel pour Strasbourg. Et vous avez raison de le souligner. Par le discours, on a tendance peut-être un peu à minorer la dimension du Conseil de l'Europe, et c'est pour ça que Nawel a toujours porté avec force aussi le Forum européen de la démocratie, qui est... Le lieu d'Europe restera là où il est à l'heure actuelle, à la Roberto. Est-ce que ça ne serait pas plus sexy de déménager le lieu d'Europe et de le mettre au Parlement européen? Déménager, c'est pas possible. C'est pas non plus, je pense, souhaitable, parce que ça serait réenfermer la dimension associative et citoyenne dans l'institution. Donc il y a quand même aussi une cohérence à la faire vivre dans la ville en indépendance. Par contre, pour aller dans ton sens, d'avoir un lieu pédagogique au sein de l'institution et d'accueil au sein de l'institution européenne, notamment avec le nouveau bâtiment, c'est quelque chose qui pourrait être complémentaire. Mais le lieu d'Europe doit avoir son indépendance, son existence propre et sa capacité de faire vivre la vie et le maillage associatif. Ce qu'il faut, à mon avis, c'est renforcer la synergie avec le lieu d'Europe et le C2IE qui fait les animations à l'intérieur du lieu d'Europe,
Et avec le C2IE, qui est un réseau d'une trentaine ou une quarantaine de bénévoles dont je fais partie, il y a moyen de faire plus d'animation en combinant à la fois la visite du Parlement et l'accueil au lieu d'Europe. J'en profite pour saluer le travail important fait par le C2IE, notamment en lien étroit avec le lieu d'Europe. Je crois qu'il y a près de 300 ateliers pédagogiques qui sont réalisés sur le site du lieu d'Europe. Je voulais simplement avoir votre point de vue sur cette extension et la façon dont ça va se dérouler. Voilà. Alors, d'abord, cette extension, elle est indispensable. Elle doit permettre d'avoir de nouveaux espaces d'exposition permanente. Elle doit permettre d'avoir une vraie salle de conférence avec une jauge de plus de 150 personnes. Je pense que c'est un enjeu important aujourd'hui. Les capacités d'accueil du lieu d'Europe sont un peu limitées. Et ça doit aussi améliorer la convivialité des espaces intérieurs et extérieurs avec tout un travail sur le jardin pour en faire un vrai lieu de convivialité, un vrai lieu de rencontre et d'exposition, au-delà encore de ce qu'il est déjà aujourd'hui. À ce titre, évidemment, il y a l'aspect contenant et l'aspect contenu. À la fois sur le contenant, c'est évidemment des enjeux d'architectes, des enjeux de construction et de coûts prévus dans le cadre du contrat triennal, mais il est normal que les associations soient associées à cette démarche-là. Et puis, il y a toute la partie contenu, où ça ne peut pas se faire sans vous, le vous étant collectif, mais particulièrement sans vous, cher Henri, compte tenu de votre engagement. Non, mais pas à toute personne, mais compte tenu de l'engagement qui a été celui de l'association et le vôtre personnel sur cette question, et au regard de ce défi de l'Europe citoyenne. Il faut vraiment pouvoir avancer. Il y a des moyens financiers relativement importants qui sont mobilisés autour de ce projet, puisque si on prend le jardin plus la construction, on est à près de 4,5 millions. L'insertion du bâti dans la nature est aussi un enjeu essentiel aujourd'hui au regard des questions environnementales. La relation jardin, biodiversité, bâtiment, Europe, ça doit être exemplaire en soi. Et à la Robertso, on connaît l'attachement et la sensibilité des habitants du quartier à ces questions. Pour que le projet soit bien accueilli dans le quartier, il faut être encore, vous avez raison, il faut être encore plus exemplaire à cet endroit-là. On voit d'ailleurs à quel point ce sujet continue à passionner toujours. Non, mais ce qui montre notre statut de capitale européenne, il ne faut jamais l'oublier, il est lié à ça. On ne serait pas l'Alsace, on n'aurait pas l'Alsacien, on n'aurait pas l'Alsacien, on ne serait pas l'Alsace, on ne serait pas capitale européenne. Parce qu'on est tout ça du fait de cette binationalité, biculture, d'identité. Oublier l'Alsace et l'Alsacien, c'est abandonner notre statut de capitale européenne. C'est intrinsèquement lié. On a un vide, mais qu'on rattrape quand même aujourd'hui. À Strasbourg, moi je vois, j'ai 3 gamins de 4, 8 et 10 ans, ils sont tous en classe bilingue. Dans leur école, 60% des enfants sont en classe bilingue. Et c'est des vrais bilingues, c'est lundi en français, mardi en allemand, c'est histoire, maths et géo uniquement en allemand. Strasbourg a une responsabilité historique. Tous ceux qui sont morts pour Strasbourg, pour l'Europe, ou parce qu'il n'y avait pas d'Europe, ils ne peuvent pas être morts pour rien. Et c'est pour ça que quand on se bat pour le statut européen de Strasbourg et pour le siège, ça dépasse largement la question de nos intérêts. Et le maire de Strasbourg, il doit incarner cette dimension-là. Un sujet qu'on n'a pas évoqué, c'est le traité d'Aix-la-Chapelle et les nouvelles possibilités qu'il ouvre. Et je voudrais saluer le travail de Sylvain Waserman, député et vice-président de l'Assemblée nationale, qui s'est beaucoup investi sur cette question. Et ça va dans le sens de l'équilibre démocratique que vous évoquiez tout à l'heure, cher Henri, un cadre qui s'inscrit dans l'anniversaire du traité de l'Élysée, qui permet d'avoir les représentants des 2 pouvoirs législatifs, français et allemand, mais aussi des 2 acteurs étatiques, français et allemands. Et pour la première fois, dans le même cadre, on a pouvoir législatif et pouvoir réglementaire, ce qui permet bien sûr un équilibre et un contrôle,
mais surtout la capacité à agir et à résoudre les irritants du quotidien du transfrontalier. Et le traité d'Aix-la-Chapelle, avec cette concentration politique et administrative, démocratique et réglementaire de franco-allemande, doit nous aider et on doit s'en saisir pleinement pour aller plus loin dans la dimension laboratoire d'Europe de Strasbourg. Il faut que vivre l'Europe à Strasbourg soit un plus, un plaisir, un atout et pas une complication. Pour conclure et de manière un peu plus générale, vous évoquiez avec raison le caractère peut-être un peu frustrant ou insatisfaisant de beaucoup de constructions sur l'avenue du Rhin. Au-delà des façades, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus construire une ville aussi dense sans être en harmonie plus grande avec la nature. On peut avoir un débat sur l'esthétique des façades, et elle se pose, mais c'est aussi un débat sur la part laissée à l'espace vert, la part laissée à la nature, et la trop grande densité de ces zones. Je pense que s'il y avait plus d'espace vert et moins de densité, on parlerait moins probablement des façades, et je pense qu'aujourd'hui, faire la ville, c'est plus partir de l'habitat et du bâti pour aller vers la nature, mais c'est partir de la nature pour consolider la qualité de vie dans l'habitat. Et je pense que cette inversion du regard, aujourd'hui, elle est essentielle. Donc vous allez moins bétonner. Donc ma proposition, c'est de moins construire, c'est de plus rénover, parce qu'on a pris beaucoup de retard sur la rénovation des bâtiments existants, notamment du logement social, et toujours cet équilibre qu'il faut rechercher pour améliorer les choses. Vous parliez tout à l'heure, cher Henri, de la démocratie participative et du besoin d'écouter le citoyen. Eh bien, à l'Avenue des Vosges, on a écouté le citoyen. On a fait l'aménagement. Eh bien, ça n'a pas marché. Parce qu'on a cherché à tout concilier. On a cherché à concilier la circulation automobile, la sécurité du vélo, la sécurité du piéton et le maintien du stationnement. Et à l'arrivée, ben, on ne concilie rien et on additionne tout bloc, on additionne tous les inconvénients. Mais c'est intéressant parce que, à l'inverse, sur les quais, on a fait ce que tout le monde nous disait de surtout pas faire. Et quand on l'a fait, on nous a dit, eh ben, quel aménagement extraordinaire. Faire la ville, ça ne peut pas être binaire, ça ne peut pas être simple. L'enjeu, c'est de reconnaître dans les deux cas qu'il y a des choses qu'on a bien faites, que dans d'autres, il y en a qu'on a ratées, et d'en tirer des enseignements pour la fois d'après, faire mieux, et de ne pas rester... Non, mais à votre combat, qui est quand même le sens noble du terme, et qui est une manière de nous rappeler là aussi à notre responsabilité collective. On ne peut pas se glorifier du statut de capitale de la citoyenneté européenne si on rate cette étape du lien entre les institutions et l'interland de ces institutions, qu'elles soient strasbourgeoises ou alsaciennes au sens large. Le lieu d'Europe, c'est un outil sur ce chemin et pour ce combat de la citoyenneté européenne de proximité. Et donc on doit là aussi en permanence y travailler, chercher à le compléter. La phase 1 a eu ses résultats, la phase 2 est en cours. Et dès qu'elle sera réalisée, hein, c'est quand même courant au printemps 2022, il faudra penser à plus loin encore. Il y aura une phase 3 qui ne sera pas forcément physique, mais qui sera aussi dans le contenu, parce qu'on a cette responsabilité de relever ce défi-là. Et le lien dans le bâti lui-même est aussi un défi qu'on doit relever avec notamment Oslo. Merci pour l'invitation, pour cet échange, pour ces questions, et puis surtout pour tout le travail qui est fait. Je sais que vous êtes très, très engagés toute l'année. Sans les associations, sans les bénévoles, on ne pourrait pas en être où on en est aujourd'hui. Donc merci à toutes et à tous.